Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être notre invité, député du Nord, vice-président du Rassemblement national et vice-président de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Sébastien. Bonjour madame. Sébastien Chenu, Nicolas Sarkozy entre donc en prison aujourd'hui après sa condamnation dans le procès du financement libyen de sa campagne. Il a été reçu par Emmanuel Macron vendredi. Est-ce que vous comprenez ce choix du chef de l'État ? Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy n'est pas un détenu comme un autre. A fortiori, lorsqu'on est un président de la République, on n'est pas un homme comme un autre. Moi, je n'ai jamais cru à l'histoire de François Hollande, à ce pipeau du président normal. Le statut fait de vous quelqu'un qui n'est plus tout à fait dans la normalité. Donc, il ne doit pas être considéré comme un détenu comme un autre pour vous ? Il est considéré comme un détenu comme un autre dans le sens où ses conditions d'incarcération ressemblent à celles des autres, mais qu'il soit reçu par le président de la République actuel, je trouve même que c'est bien le minimum. Il aurait pu faire plus ? Écoutez, en tant que tel, le président de la République n'aurait pas pu faire plus, mais c'est le minimum de la marque de considération qu'on peut avoir, parce que sur le fond, le jugement qui a été fait, en tout cas l'exécution provisoire qui vient contredire la possibilité d'appel, elle est extrêmement choquante à mes yeux. Le fait d'incarcérer quelqu'un, que ce soit Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre, alors même que l'appel n'a pas été fait pour des raisons qui sont en général, l'exécution provisoire, c'est pour empêcher la personne de se sauver, c'est pour empêcher la personne de réitérer un certain nombre de faits. Évidemment, on n'était pas du tout dans ce cas-là. Donc je pense qu'il y a ce caractère volontairement humiliant, ce caractère choquant, et vis-à-vis d'un ancien président de la République dont on pense qu'on veut, puisque moi je ne fais pas partie, je ne fais plus d'ailleurs partie de cette famille politique-là, je pense que c'est choquant, oui, et puis l'image, vis-à-vis de l'image qu'on renvoie aussi à l'international, je pense que c'est triste pour la France. Mais les Français, eux, ne se disent pas choqués, et même chez vos électeurs, majoritairement, on trouve que la décision est juste. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à contre-courant, surtout que vous demandez des conditions plus strictes pour d'autres types de délits ? Est-ce que ce n'est pas une position un peu compliquée ? C'est peut-être là le souci, c'est que les gens, en réalité, sont encore plus choqués, sont davantage choqués que, par exemple, Jawad, le logeur des terroristes du Bataclan, ait fait moins de séjours, des séjours moins longs en prison que va en faire Nicolas Sarkozy, que Jérôme Cahuzac n'ait jamais vu les barreaux d'une prison. Donc, si vous voulez, je pense que les Français, eux, considèrent que la justice doit être ferme, en particulier pour les hommes politiques, et moi, je peux ça l'entendre. Et vous qui passez pour un parti qui considère que la justice doit être ferme, oui. Là, vous avez une position un peu différente. C'est pas le problème de la fermeté, c'est le problème de l'exécution provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui est appliquée de façon un peu, j'allais dire, punitive, mais volontairement médiatique, pour envoyer un message médiatique qui contredit finalement la possibilité d'avoir, comme dans toutes les juridictions françaises, le second degré qui est l'appel. C'est-à-dire qu'on enferme avant l'appel. C'est ça qui pose problème. Et cette mesure d'exécution provisoire, que les Français découvrent, mais qui existe dans des tas de procès également au civil. Et qui est surtout la grande majorité. Il y a un rapport du Sénat qui dit que c'est 88% des exécutions provisoires. Oui, mais c'est pas que médiatique, spécifique à Nicolas Sarkozy ou à Marine Le Pen dans un autre cas. Je vous expliquais qu'en fait, elle peut être prise pour des raisons très précises. Le fait d'empêcher la personne de réitérer un éventuel délit, le fait d'empêcher la personne de se soustraire à la justice. On imagine bien que Nicolas Sarkozy ne va pas se sauver. On imagine bien que Nicolas Sarkozy, qui n'est pas en fonction, ne peut rien réitérer du tout, si tant est qu'il avait lui-même commis quelque chose que ne dit pas d'ailleurs le procès, en tout cas le jugement qui a été rendu. Donc en fait, c'est l'exécution provisoire qui pose un problème, parce qu'elle a une force, et surtout elle crée un dommage qui est irrémédiable. Si demain Sarkozy est déclaré innocent en appel, moi je ne connais rien au fond du dossier, je ne me prononce pas sur le fond du dossier, mais s'il était déclaré innocent, eh bien évidemment le dommage qui a été causé, il est irrémédiable. Est-ce qu'il n'est pas choquant que ce débat ait lieu parce qu'il concerne deux personnes médiatiques, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, plutôt qu'avoir un débat de fond sur, en effet, l'exécution provisoire, est-ce juste, est-ce injuste ? Est-ce que ce débat n'aurait pas dû être désincarné
acharné pour être audible. Mais c'est justement parce qu'il concerne des personnalités médiatiques qu'il entre dans le débat public, ce débat sur l'exécution provisoire. C'est peut-être dommage, mais moi je pense qu'effectivement c'est au législateur de se saisir de ce sujet. Il s'en est déjà saisi d'ailleurs à travers une proposition de loi d'Éric Ciotti qui a été repoussée dernièrement à l'Assemblée nationale. Mais qui a été faite dans ce contexte-là. Qui a été faite dans ce contexte-là, mais on pourra y revenir à un moment ou à un autre. Je pense que les parlementaires y reviendront. Des parlementaires y reviendront en dehors même de ce contexte. Gérald Darmanin ira rendre visite en prison à Nicolas Sarkozy en tant que garde des Sceaux, a-t-il dit, notamment pour vérifier ses conditions de détention. Il a raison ? Oui, le garde des Sceaux peut se rendre dans toutes les prisons de France et vérifier les conditions de détention de n'importe quel détenu. Donc, évidemment, je pense que ça participe du principe que Nicolas Sarkozy n'est pas un détenu comme un autre. Il subit la même peine qu'un autre, mais il n'est pas, à travers sa personnalité, à travers ce qu'il représente, un détenu comme un autre. Moi, ça ne me choque pas que le garde des Sceaux se rende dans la prison, bien entendu. Rémi Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, il pointe le risque d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Pour vous, c'est pas un risque ? Non, mais le débat sur l'indépendance des magistrats, on peut en parler, on peut l'ouvrir et on pourrait en parler. Je pense qu'il commence en fait au moment de la formation des magistrats. On a aujourd'hui un certain nombre de magistrats et pas toute l'institution. Moi, encore une fois, vous savez, moi, je suis fils d'une greffière. Donc j'ai un immense respect pour l'institution judiciaire. Mais je pense qu'au sein de cette institution judiciaire, il y a des hommes et des femmes, comme dans toutes les institutions d'ailleurs, qui sont politisés et qui parfois, volontairement ou parfois plus inconsciemment, font passer leur fonction de magistrat derrière leur sensibilité politique. Il y a des magistrats qui se rêvent en justiciers politiques. Je pense qu'on est souvent dans ce cas-là, notamment avec le syndicat de la magistrature, qui prend des positions pendant les élections. Donc l'indépendance des magistrats, on peut effectivement en parler. Moi, le manque d'indépendance me choque quand il y a effectivement le mur des cons ou des magistrats qui appellent à voter contre des partis politiques, contre le Rassemblement national, par exemple, lors des élections. Là, il y a un vrai problème. Il y a un rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy ce matin. Est-ce qu'il y aura des membres du RN à ce rassemblement ? Je ne crois pas. C'est un rassemblement qui est fait par et pour la famille personnelle et la famille politique de Nicolas Sarkozy. Moi, à titre personnel, j'ai pu m'entretenir avec l'ancien chef de l'État et lui dire... Vous êtes entretenu quand avec lui ? La semaine dernière, et lui dire dans le cadre de cette épreuve, mon soutien personnel, qui n'est pas un soutien politique. Nicolas Sarkozy combat le Rassemblement national. Nous considérons que sa famille politique est une adversaire aujourd'hui des intérêts de la France à partir du moment où elle participe à un gouvernement macroniste. Donc voilà, nous ne mélangeons pas les choses. Moi, je ne les mélange pas, mais je considère que la décision de justice est choquante. Mais vous avez échangé avec lui. Marine Le Pen a échangé avec lui également ? Je ne crois pas. On va passer à un autre sujet d'actualité, c'est ce qui s'est passé au musée du Louvre. La directrice du musée du Louvre sera auditionnée demain au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Mais qu'elle nous dise les choix d'investissement qu'elle a pu réaliser pour le musée du Louvre. Je rappelle que le musée du Louvre, c'est un établissement public qui a une certaine autonomie, que ce soit financière, évidemment totalement autonome de façon éditoriale. Mais j'aimerais que Mme Descartes nous explique les investissements, ces choix d'investissement qui ont pu être faits ces dernières années, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans ce type d'administration pour dire c'était la faute des précédents, c'était la faute des prédécesseurs. Bon, Mme Descartes est là depuis un certain temps, il y avait eu des polémiques sur un certain nombre de travaux qu'elle avait souhaité faire réaliser concernant sa salle à manger, je crois pour 400 000 euros, qui avait choqué, c'était le Canard enchaîné qui l'avait sorti. Donc moi j'aimerais que Mme Descartes, sur laquelle je n'ai pas de jugement, je ne la connais pas, nous explique les choix d'investissement qui ont été faits au musée du Louvre. On sait par exemple que le président de la République a défendu aussi des travaux de rénovation au Louvre, notamment une réfection entière du système d'entrée. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités Probablement. À ce moment-là ? Probablement. Ce n'est pas à moi de le dire. Il faudrait voir quelle est la relation avec la tutelle et le ministère de la Culture, qui a fait quoi. Mais il va bien falloir à un moment que dans ce type de problème qui, quand même, choque tous les Français. Les Français sont extrêmement choqués, même blessés et vexés de voir que leur patrimoine peut se dilapider, un coup de disqueuse et on repart avec la Joconde sous le bras. Je veux dire, à un moment, dans quel pays sommes-nous ? Ce contexte de fragilité à tous les étages doit trouver en face des réponses, mais aussi des responsables. On a toujours l'impression en France qu'il n'y a jamais de responsable pour rien. Donc Mme Descartes participe des gens qui sont responsables, elle va nous expliquer. Est-ce que le RN va demander une commission d'enquête au Parlement ? On va voir, on va commencer par poser des questions déjà au gouvernement. Nous allons interroger le gouvernement dans les heures qui suivent
et Madame Dati sur les responsabilités des uns et des autres. Et puis, on va voir comment les choses se déroulent. Mais vous n'excluez pas une commission d'enquête selon les réponses que vous avez ? Par principe. Mais on sait que dans un contexte d'économie budgétaire, c'est souvent le monde de la culture qui est le premier visé. Est-ce que le Louvre n'est pas victime aussi d'années et d'années d'économie vis-à-vis du... Attention, les crédits du ministère de la Culture n'ont pas baissé ces dernières années. Ils ont même augmenté, il faut bien le dire. Mais le problème, c'est dans les 8 milliards d'euros de budget de la culture, vous en avez 4 qui sont concentrés sur l'audiovisuel public. Donc évidemment, pendant qu'on met de l'argent pour soutenir France Inter, on n'en met pas pour soutenir la sécurité des établissements publics. Le gouvernement veut que ce soit modifié dans le budget actuel. Vous allez soutenir ces propositions pour diminuer justement le budget de l'audiovisuel public ? Nous, on souhaite que l'audiovisuel public soit en tous les cas privatisé. Donc, de toute façon, on pense qu'il y a à la fois des économies... Et faute de également... privatisation, vous soutiendrez les économies ? Oui, bien sûr, probablement. Vous posez une question à Rachida Dati cet après-midi, ça veut dire que vous considérez que c'est elle qui a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ? Comme Madame Descartes, elle est un interlocuteur qui va nous expliquer quelle est sa part de responsabilité. Il ne va pas falloir que, si vous voulez, entre la ministre de la Culture, la présidente du musée du Louvre, à la fin, ce soit le lampiste ou le gardien de la salle qui paye, quoi. Donc, il y a la directrice également de la sécurité du musée du Louvre, qui, je crois, devra également nous expliquer les errements qui ont conduit à cela. Mais je pense que c'est important dans notre société parce que l'inverse dégoûte les Français. C'est important que des gens assument leurs responsabilités. On ne peut pas assumer ses responsabilités uniquement quand on est nommé pour la gloire ou pour les choses sympathiques ou pour les grandes réussites, par ailleurs, du musée du Louvre, car je n'oublie pas que c'est le musée le plus visité au monde. Les députés ont entamé hier l'examen du budget en commission. Est-ce que, quel que soit le contenu de ce texte à l'issue du débat parlementaire, le RN s'y opposera ? Pour l'instant, si vous voulez, quand on voit le musée des horreurs que constitue le texte budgétaire, il est sûr qu'on n'est pas prêt de le voter. Il va y avoir un débat. Oui, il va y avoir un débat, comme chaque année. Il y a toujours des débats à l'Assemblée nationale. Voilà, un peu plus. Il n'y a pas de 49-3. Sébastien Lecornu dit qu'il donne la main au Parlement. Vous y opposerez quoi qu'il arrive ? On verra, parce qu'à la fin, tout ça peut se terminer par des ordonnances. On va voir... C'est exclu pour le moment, oui, d'accord, mais enfin, il l'exclut. Mais si on n'a pas terminé les débats, je vous rappelle qu'il y a, de mémoire, je crois, près de 1600 amendements. Nous, on a plusieurs choses. D'abord, on essaye de s'opposer aux dingueries de la France insoumise, de la gauche et de l'extrême gauche. C'est-à-dire tout ce qui va ruiner la France. Hier, je vous rappelle, lundi, la France insoumise voulait interdire les plans épargne-retraite. Interdire les plans épargne retraite. Heureusement que les députés du Rassemblement national étaient là. Bon, vous me direz, M. Ruffin, lui, il part en début de soirée, il fait un petit peu de cinéma, mais il ne travaille pas. Mais il faut que les députés du Rassemblement national soient là pour s'opposer à la fiscalisation des affections de longue durée, des ALD, enfin à tout ce musée des erreurs que veut nous imposer le gouvernement. Vous avez quand même trouvé des accords avec la France insoumise sur certains amendements. Oui, mais notamment sur l'impôt universel ciblé, des choses comme ça. Mais comme on en trouve avec tous les groupes politiques. Parce qu'en fait, comme personne n'est majoritaire... Mais donc, il n'y a pas que des dingueries dans... Non, mais il n'y a pas que des dingueries, mais il y a beaucoup de dingueries. Il y a beaucoup de dingueries qui mettraient la France en lambeaux, qui ruineraient la France immédiatement. Et je pense que vouloir interdire les plans épargne-retraite, il faut que les Français l'entendent. La France insoumise veut interdire les plans épargne-retraite. Eh bien, je trouve que c'est non seulement une atteinte aux libertés des Français, à leur épargne, à leurs efforts, mais c'est aussi évidemment ce que j'appelle effectivement une dinguerie. Donc la première chose, s'opposer à ce qui fait mal aux Français, à ce qui peut les toucher dans leur pouvoir d'achat. Donc c'est le cas des amendements de la France insoumise, d'un grand nombre d'amendements de la France insoumise. C'est le cas aussi des propositions du gouvernement. J'ai parlé de la taxation, en tous les cas de la fiscalisation des affections de longue durée. On s'y est opposé hier soir. Encore heureux que le Rassemblement national ait été là. Sans nous, ça passait. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, s'attaquer aux grands dossiers qui permettent de, je crois, faire baisser la charge de l'État toxique. Ces dépenses, c'est le train de vie de l'État, la contribution à l'Union européenne qui va encore augmenter cette année. On arrive à près de 30 milliards d'euros cette année. Et puis, évidemment, le dossier de l'immigration, jamais rien n'en vu. Jamais, à un moment, un dirigeant politique de ce bloc central, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, n'est décidé à ouvrir ce dossier qui coûte quand même beaucoup d'argent aux Français.
Jean-Philippe Tanguy, qui est l'un des députés Rassemblement national qui siège à la Commission des finances, disait que les macronistes veulent saborder le budget en dépensant trop d'amendements. Vous partagez son point de vue là-dessus? Ils veulent saborder le budget? Mais bien sûr, ce qu'ils veulent, ils veulent arriver à la fin à dire écoutez, on n'a pas pu aller au bout de la discussion budgétaire, donc où le budget n'est pas voté par l'Assemblée, il part au Sénat, commission mixte paritaire, il revient et il est refusé, il est adopté tel quel dans sa forme initiale, ou alors on passe par effectivement les ordonnances. Donc on voit bien qu'il y a derrière de la tactique et de la technique parlementaire, mais surtout, il y a aussi quelque chose sur lequel Marine Le Pen a demandé que le gouvernement s'engage, sur le gel qui est plutôt un décalage de la réforme des retraites. Nous considérons que c'est une entourloupe aujourd'hui, et Marine Le Pen a demandé qu'effectivement, avec ce qu'on appelle une lettre rectificative, elle aura l'occasion d'interpeller elle-même aussi le gouvernement, eh bien le Premier ministre s'engage à cela. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'ils ont quelques mauvaises idées derrière la tête. Donc vous demandez la lettre rectificative, même si du coup Gérard Larcher dit que ça risque de réduire le temps d'examen au Sénat et que c'est pas forcément... Oui, mais Gérard Larcher a déjà ouvert la possibilité d'ordonnance. Il a fait ces derniers jours chez un de vos confrères. Donc moi je vois bien qu'il y a un scénario qui est écrit par la Macronie et par M. Larcher et les LR, qui consistera effectivement à ne pas geler cette réforme des retraites et à nous faire avaler un budget qui est probablement très antisocial, mais qui surtout va aller chercher beaucoup d'argent dans les poches des Français sans s'attaquer aux dépenses toxiques de l'État. La taxe Zuckman a été rejetée hier en commission. Vous ne l'avez pas soutenue, vous étiez déjà abstenu quand elle avait été examinée en séance. Est-ce que finalement vos opposants n'ont pas raison de dire que vous soutenez les milliardaires ? Non, mais la taxe Zuckman, elle a deux difficultés, elle a deux écueils. C'est qu'elle vient impacter l'outil de travail. Or, nous pensons qu'effectivement, à partir du moment où vous impactez à ce point l'outil de travail, eh ben, vous allez faire fuir ceux qui sont à la tête de ces entreprises. Et puis, c'était son rendement qui est totalement surévalué. On nous dit que ça va rapporter 15 milliards d'euros. Mais en fait, pas du tout. La première année, ça pourrait rapporter, je crois que c'était entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais surtout, immédiatement, à partir du moment où vous aurez mis en place cette taxe, vous allez faire fuir, ou vous allez faire en sorte que ces entreprises, en tous les cas ces dirigeants, puissent mettre en place des tas de systèmes de contournement ou d'optimisation fiscale pour ne pas la payer. Donc gardons la tête froide, faisons contribuer chacun à la hauteur de ce qu'il doit, de ce qu'il peut. Nous, mais il est important de taxer les plus riches. Ben oui, nous, c'est le sens de l'impôt sur la fortune financière qui viendrait remplacer l'impôt sur la fortune immobilière. C'est une contribution, effectivement, de ceux qui ont plus, une contribution qui est importante, 3 milliards d'euros, que nous, on veut flécher pour financer la demi-part fiscale pour le deuxième enfant. De ce point de vue-là, on a le sentiment, vu de loin, que vous avez des intérêts communs avec la gauche, c'est-à-dire taxer les plus riches. On sait bien que le PS est aussi en train de chercher une alternative à la taxe Zuckman. Est-ce qu'il y a des discussions entre vous pour dire on essaie de se mettre d'accord sur un amendement qui pourrait rassembler nos voix et qui donc serait adopté à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça peut exister? Non, il n'y a pas de discussion aujourd'hui, mais nous, on essaie de faire passer effectivement cette logique qui est celle de dire les Français sont favorables, acceptent, consentent à l'impôt à partir du moment où on leur explique où va la dépense. Et donc la justice fiscale, c'est effectivement demander plus à ceux qui ont plus. Et tous les partis politiques, tous les sondages d'opinion montrent que l'ensemble des électeurs sont d'accord avec ce principe, avec cette philosophie. Maintenant, comment on passe de la philosophie à la pratique, sans faire fuir, sans tuer un outil de travail, etc. Nous, on a une disposition qui, je crois, est assez bien reçue par le monde économique, qui est une disposition de justice fiscale et qui, surtout, donne de la lisibilité quant à l'affectation de ce qu'elle pourrait prélever. Et elle vient remplacer un impôt et non pas créer un impôt supplémentaire. Donc je pense que c'est sur cette philosophie qu'il faut travailler. On est d'accord sur le fait que quand vous gagnez plus, vous contribuez davantage. C'est le principe même de l'impôt dans notre société. Maintenant, avec quels outils? On en a un qui est sur la table. Alors, il y a eu un autre débat intéressant hier en commission concernant l'année blanche qui est proposée par le gouvernement et qui revient à geler le taux d'imposition. Finalement, seule la première tranche sera indexée
indexée sur l'inflation. Est-ce que c'est un échec de votre point de vue, vous qui défendiez l'idée que c'était relativement injuste, et là-dessus vous vous retrouviez aussi avec une partie de la gauche? Non, mais nous, on a voté contre la non-indexation, effectivement, du barème de l'impôt sur le revenu hors de la première tranche. Je dis bien hors de la première tranche. Nous considérons que l'année blanche, si vous voulez, c'est le degré zéro de la politique. Je veux dire, on a besoin de réformes profondes dans ce pays. De réformes pour pouvoir remettre la France sur les rails, pour pouvoir, évidemment, s'attaquer à la dette. Parce que je vous rappelle qu'avec tout ça, la dette ne baisse pas. L'année blanche, c'est un coup de rabot, en réalité. Mais on ne s'attaque pas à la dette. Donc nous pensons qu'effectivement c'est une mauvaise idée. Ça vient juste impacter le pouvoir d'achat des Français. Ça ne réforme rien et ça amènera un gouvernement macroniste, LR socialiste, à refaire la même chose l'année suivante. Donc c'est pas de la politique l'année blanche. C'est une espèce de fainéantise, de paresse intellectuelle et politique de nos gouvernements pour simplement taper le pouvoir d'achat des Français sans rien réformer. Vous nous avez dit tout à l'heure que les LR n'étaient pas vos alliés parce qu'ils soutenaient un gouvernement macroniste. Pourtant, votre allié Éric Ciotti, lui, il tend la main aux Républicains. Il appelle Bruno Retailleau à inverser les alliances pour faire une union des droites. Vous n'êtes pas d'accord avec Éric Ciotti? Il ne faut pas tendre la main aux Républicains? Ah, mais il faut tendre la main aux Républicains. Le problème, c'est que les électeurs des LR sont trahis par leurs dirigeants. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, président du groupe LR, trahit ses électeurs en soutenant un gouvernement qui fait l'inverse de son programme. Moi, la réforme des retraites... Il ne soutient pas vraiment le gouvernement, Laurent Wauquiez. Ah bah, écoutez, il ne le censure pas. Ses ministres, des ministres LR sont membres du gouvernement. Ils étaient, il y a encore quelques jours, sur les bancs des députés LR. Donc si ça, c'est pas un soutien, je sais pas ce que c'est. Le problème, c'est que les LR soutiennent un gouvernement qui fait l'inverse de ce qu'ils ont raconté aux Français. Moi, je me souviens des LR qui nous traitaient de tous les mots, de tous les noms. On était d'épouvantables gauchistes parce qu'on s'opposait à la réforme des retraites. Et puis, pour eux, c'était l'alpha et l'oméga. Il fallait pas toucher à cette réforme. Et là, ils sont dans un gouvernement qui nous dit qu'il va geler. Alors, où ils mentent, où ils n'ont pas de conviction. Ils ne voteront pas la suspension de la réforme des retraites. Voilà, donc où ils mentent, où ils n'ont pas de conviction, probablement les deux. Ils mentent et ils n'ont pas de conviction. Mais est-ce que le RN tend la main à Bruno Retailleau? Donc je pense qu'il faut tendre la main aux électeurs, aux militants, aux adhérents des Républicains trahis par les leurs. Et vous faites Est-ce que Bruno Retailleau fait partie de ces dirigeants qui sont trahis? En tous les cas, il a lui-même trahi en cautionnant la politique macroniste. Il a lui-même trahi ses électeurs. Il n'avait rien à faire. Considérez qu'il avait essayé de faire des choses là où il était... Non, il n'avait rien à faire là-dedans. Il savait dès le début qu'il n'avait pas les leviers pour faire bouger. Il avait besoin. Vous ne considérez pas qu'il a fait passer certains messages, notamment sur les relations avec l'Algérie et des choses comme ça? Non, rien du tout. C'est épouvantable, les relations avec l'Algérie. Vous avez vu où on en est? C'est marche arrière. Enfin, si tant est qu'on ait pu faire une marche avant un jour. C'est une génuflexion supplémentaire du nouveau ministre de l'Intérieur. Premier acte de Laurent Nunez, aller s'abaisser devant le gouvernement algérien qui retient toujours Christophe Glaise, journaliste, et Boualem Sansal, sans aucune raison dans ses geôles. Donc non, les LR ont desservi, je dirais, l'intérêt national en participant au gouvernement Macron. Une dernière question un peu plus personnelle. Sébastien Chenu, est-ce que vous serez candidat au municipal en mars prochain? Non, je ne serai pas candidat aux élections municipales. J'ai choisi de pouvoir poursuivre mon mandat de député tant que mes électeurs me feront confiance et de ne pas me lancer dans cette aventure municipale. Il y aura donc de très bons candidats dans les communes de ma circonscription. Merci Sébastien Chenu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche, c'est le budget, la course contre la montre. C'est à la une de votre journal.